Dimanche 31 juillet 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal version française. Je vous remercie de nous rejoindre pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités, 3 candidats ont quitté l'aventure dans le cadre des quarts de finale de la compétition musicale La Voix d'Or hier. 12 candidats poursuivent donc l'aventure à la Farm Academy. Tous les candidats étaient particulièrement performants pour cette 3e prime. Détail avec Anna Martina. La Voix d'Or. Tranquila no babies amiva Chavunia no faza mankatia Anomala zati mora azo Tiangara kanone fatimasa Amino yuzao mana. L'ambiance était au rendez-vous hier durant les quarts de finale de La Voix d'Or, une compétition musicale organisée par Viva. Si le folk était le thème durant la 2e prime, pour hier, il s'agissait plutôt d'un hommage aux artistes décédés. Les 16 candidats ont ainsi chanté des œuvres de ces derniers. L'émotion était au rendez-vous durant la quart de finale. Deus ai não vê ni amor no e te fogo ababuna tanteraka tenati anau tenati ku tenamilana. Le jury a attribué des notes pour cette 3e prime. 5 candidats ont obtenu le coup de cœur du jury. Anakenina ny top 5 satria nisy nitovy noty. Zay, zany hoe enina lasa top 6 zany le izy. Tafiditra anatin'ny top 5 zany dia i Carmela. Tafiditra anatin'ny top 5 ihany koa Mirindra, Yvetina. Comme il s'agit d'une compétition, certains candidats sont contraints de quitter l'aventure. L'aventure s'achève donc ici pour 3 candidats de La Voix d'Or. Sabrina. Douze candidats poursuivent l'aventure à la Farm Academy et seront présents pour la 4e prime de La Voix d'Or ou la demi-finale. Leur quotidien à la Farm Academy vous sera rapporté sur Viva tous les jours après le journal en version malagasy. Une nouvelle manifestation s'est produite aujourd'hui au niveau de l'église Jesus Mamunzi en Kourandjandou. Certains désapprouvent les résultats de l'élection et ont affiché leur mécontentement à travers des banderoles entraînant des troubles en plein culte. Des jets de pierre ont même été constatés sur place d'après ce reportage d'Anna Martina. Des jets de pierre durant le culte d'aujourd'hui au sein de l'église des Sosmamonds à Kourandjandou. Des banderoles de désapprobation des résultats de l'élection qui s'est tenue la semaine dernière étaient tissées dans l'église. Les croyants sont départagés. Une partie désapprouve les résultats de l'élection des membres de bureau pour le conseil d'administration avec le pasteur Raymond Rajianatouanjou. Selon ces derniers, cela contredit les lois régissant l'élection au niveau de l'Église.
Les fidèles des Osmamounzi appellent donc de nouveau la médiation du gouvernement pour cette affaire. Le prix de la vanille dans le Fouctan d'Amunani Antsabe, commune d'Amboudiampan, dans le district de Tsambave, et dans le Fouctan Ambatube, commune de Bélan Blioul, district de Dandap, suit désormais la limitation du prix minimum établi par l'État malagasy, qui est de 75 000 ariars après la visite du président de la République dans cette région, selon les cultivateurs producteurs. Ces derniers remercient donc le président de la République d'avoir emmené des acheteurs pour leur vanille verte. Les détails avec Félenra Coutersolo. Après la visite du président de la République dans la région Sava le 25 juillet dernier, les opérateurs vanniers respectent désormais le prix de la vanille verte à 75 000 ariars, selon ce qu'on a pu constater dans plusieurs fouctins de cette région. Les cultivateurs producteurs adressent donc leurs remerciements au président de la République pour la résolution de leurs problèmes. La résolution des problèmes du secteur vanillé et du rôle des responsables au niveau du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation, mais ne doit pas attendre un contrôle présidentiel pour la limitation du prix minimum de la vanille à 75 000 ariars. La question qui se pose est donc la suivante. L'implication du président de la République est-elle donc toujours nécessaire pour la résolution de ce genre de problème, pour avoir des solutions et réalisations concrètes ? Et sur un tout autre sujet, la commune rurale d'Ambalanirin, district de Tsirouanoumandid, région Bungla, va bénéficier de lampadaires à travers le projet Azavana Wandaoulube. Ces lampadaires solaires aideront énormément la population locale dans la lutte contre l'insécurité et particulièrement contre le vol de bétail qui est très actif dans cette circonscription. Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures leur a remis les lampadaires solaires hier. Angelina Martina et Kevin Ravonerson. La commune d'Ambalanirin, district Tsirouanoumandid, se situe à 50 km d'Akadnouch-Sakai. Elle n'est pas approvisionnée en électricité. 35 lampadaires solaires y ont été mis en place hier. Ces éclairages leur sont d'une grande aide, selon les dires des habitants de la commune. Les lampadaires solaires répondent également aux besoins de la population locale, surtout dans la lutte contre l'insécurité. Pour la commune d'Ambalanirin, les lampadaires ont été installés dans les zones rouges en termes de vol de bovidés. La commune d'Anouz y en a également bénéficié, une zone enclavée, mais pas oubliée, selon le maire de cette commune. 15 lampadaires y ont été installés pour cette première édition, mais la collaboration se poursuivra dans le cadre de développement rural, selon le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Concernant la réhabilitation des routes, le gouverneur de la région Bunglav a affirmé que les engins arriveront prochainement pour commencer les travaux. La commune d'Akadnouch-Sakai, district de Tsirouanoumandid, rencontre également des problèmes d'approvisionnement en électricité. En effet, la production n'arrive plus à satisfaire les besoins locaux. Les infrastructures sont également anciennes et en conséquence, cette localité subit 4 heures de coupure quotidiennement. Toujours un reportage de Martina sur les images de Kevin Ravonerson. Cela fait maintenant 2 ans que la commune d'Akadnouch-Sakai rencontre des problèmes d'approvisionnement d'électricité. Les petites entreprises, dont les activités dépendent entièrement de l'électricité, se plaignent de la faible puissance de l'électricité approvisionnée qui entraîne des coupures pouvant même aller jusqu'à 4 heures et cela d'une fréquence quotidienne selon les doléances de ces derniers. Si la Jirama produit 120 kWh pour Akadnouch-Sakai, l'on constate un gap de 40 kWh lors des heures durant lesquelles l'électricité est la plus utilisée, d'où les coupures, selon les responsables locaux de la Jirama. Les infrastructures sont également anciennes, selon toujours ces derniers. L'on va donc procéder à la résolution de ce problème d'approvisionnement d'électricité à Akadnouch-Sakai, selon les consignes du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, au responsable de la Jirama hier. Mis à part cela, les éclairages publics de cette localité ont également été restaurés, si ceux d'auparavant étaient endommagés depuis plusieurs années. Et concernant l'évolution de la pandémie de Covid-19 à Madagascar, 75 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés à Madagascar durant la semaine du 23 au 29 juillet 2022, selon le bilan publié par le ministère de la Santé publique. Ce dernier rapporte également 191 patients guéris. Cette forme de
7 formes graves et un décès dû à la Covid-19. Ces nouveaux cas ont été constatés au niveau de 8 régions, dont 60 localisées à Nalamang, 4 dans la région à Senananimelak, la région à Tsimonje Fanaler et la région Otmatsiach ont chacune enregistré 2 cas positifs. Si les régions à Lochamangour, Anous et Diana ont rapporté chacune un nouveau cas. Et concernant les actualités internationales à présent, le géant gazier russe Gazprom a annoncé samedi avoir suspendu ses livraisons de gaz à la Lettonie. Dans le même temps, des bombardements russes ont frappé plusieurs localités dans le sud et l'est de l'Ukraine, faisant au moins un mort à Mykolaiv et détruisant une école à Kharkiv, selon les autorités ukrainiennes. Reportage. Chambre de la prison d'Olenivka, il ne reste que des ruines. Ce vendredi, un déluge de feu s'est abattu sur ce lieu de détention de la région de Donetsk. À l'intérieur, des prisonniers de guerre ukrainiens pour certains membres du régiment Azov, cette division qui s'était illustrée lors de la défense de Mariupol. Plus de 50 d'entre eux seraient morts dans cette attaque, une frappe que Moscou n'hésite pas à attribuer à l'Ukraine. La prison se trouve en territoire séparatiste, contrôlé par la Russie. Aujourd'hui, le régime de Kiev a délibérément perpétré une provocation sanglante. Le centre de détention provisoire près du village d'Olenivka, où sont détenus des prisonniers de guerre ukrainiens, y compris des combattants du régiment Azov, a été frappé par des missiles lancés depuis un système d'artillerie américain HIMARS. Une version fermement démentie par le président ukrainien. Volodymyr Zelensky a dénoncé un crime de guerre russe et a appelé les institutions internationales à garantir la sécurité des prisonniers de guerre. Maintenant, l'ONU et la Croix-Rouge doivent réagir. Ils doivent protéger la vie de centaines de prisonniers de guerre ukrainiens. Et j'ajouterais qu'il devrait y avoir une reconnaissance juridique claire de la Russie en tant qu'État sponsor du terrorisme. Selon Kiev, le bombardement a pour but de dissimuler les tortures et les exécutions perpétrées dans la prison. Depuis plusieurs semaines, les proches n'avaient quasiment aucune nouvelle des détenus. Des partisans de l'influent leader politique chiite Moqtada al-Sadr ont une nouvelle fois envahi samedi le Parlement dans l'ultra-sécurisée zone verte de Bagdad, dénonçant la candidature au poste de Premier ministre de Mohamed Chia al-Soudani, choisi par les adversaires de Moqtada al-Sadr. Il compte occuper les lieux jusqu'à nouvel ordre. Toujours un reportage de France 24. Sont des milliers dans les locaux du Parlement de Bagdad. Ce samedi, les partisans du leader chiite Moqtada al-Sadr ont de nouveau investi le cœur du pouvoir législatif irakien. La situation est chaotique. Dans les salons, en tout cas où nous sommes, certains sont sur les tables, d'autres sont sur les bureaux et beaucoup sont désormais allongés ou assis par terre car ils ont commencé ici un sit-in déclaré à la mi-journée alors que des milliers de sadristes continuent en ce moment même de marcher vers ce Parlement. Tôt ce samedi, les supporters sadristes se réunissent pour protester contre la situation politique. Après des affrontements avec la police, ils parviennent à pénétrer dans la zone verte, ce quartier ultra sécurisé qui accueille les principales institutions du pays. Des manifestants déterminés qui protestent contre Mohamed Chia al-Soudani, à la tête d'une alliance de factions pro-Iran. Ce rival de Moqtada al-Sadr a proposé sa candidature au poste de Premier ministre. Un scénario que refusent en bloc les partisans d'al-Sadr. Nous sommes entrés dans le Parlement pour la 3e fois pour éradiquer les corrompus, les partis politiques et les milices. Nous sommes ici pour réparer l'Irak et la remettre à sa place au nom du peuple, avec la bénédiction de Dieu pour notre leader, Moqtada al-Sadr. Ceci est un message que le peuple irakien envoie aux parlementaires. C'est terminé. Ce Parlement n'a plus d'autorité et le pouvoir est au peuple. Le peuple va décider de son destin. Depuis sa victoire lors des législatives d'octobre 2021, Moqtada al-Sadr tente de mettre la pression sur al-Soudani. En juin dernier, il l'avait chargé de former un gouvernement en faisant démissionner ses députés. Les partisans d'al-Sadr ont annoncé leur intention de rester dans le Parlement jusqu'à nouvel ordre. Les alliés d'al-Soudani ont appelé leurs militants à une contre-manifestation aux abords du Parlement. Diminué depuis plusieurs mois, le pape François a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi le retour d'un voyage au Canada, envisagé de ralentir le rythme de ses déplacements, voire se mettre de côté. Plus de détails dans ce reportage. Dans l'avion qui le ramène au Vatican, l'homme de 85 ans paraît épuisé.
Confronté à ses limites physiques, le pape François n'exclut pas de se retirer. En toute honnêteté, ce n'est pas une catastrophe. On peut changer de pape. Pour l'instant, le pape reste à ses fonctions, mais une décision est déjà prise, ralentir le rythme de ses voyages. Je crois qu'à mon âge, et avec ses limites, je dois me ménager un peu. Il faut dire que ce voyage au Canada, le 37e depuis son élection, a été particulièrement éprouvant pour le pape François. 8500 km du Vatican à l'Alberta, 4000 de l'Alberta à Québec, puis encore 1500 pour se rendre dans l'Arctique avant de rentrer à Rome. Lors de ces étapes, le souverain pontife a aussi été contraint de se déplacer en fauteuil roulant à cause d'une douleur aiguë au genou. Et pour la première fois au cours d'une visite à l'international, il n'a pas été en mesure de célébrer lui-même l'Eucharistie. Exténué, le pape François a tout de même rempli son objectif principal, demander pardon aux peuples autochtones pour les crimes commis par l'Église. Enlever des enfants pour qu'ils changent de culture, d'idées, de tradition. Pour ainsi dire, changer toute une ethnie, toute une culture. Oui, c'est un génocide. Entre la fin du 19e siècle et les années 90, 150 000 autochtones canadiens ont été enrôlés de force dans les pensionnats tenus par l'Église catholique. Au moins 6 000 enfants y ont perdu la vie. C'est également avec cette actualité internationale que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Tout de suite après cette édition, Mission Impossible, Ghost Protocol. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.